Bienvenue à cette nouvelle vidéoconférence dans laquelle nous allons réfléchir sur les implications pratiques de la nouvelle réduction de la durée maximale de la semaine de travail à partir du 15 juillet 2024 et ses implications également en matière de sécurité et de santé au travail. Je m'appelle German Plaza, je suis avocat de l'Université Javeriana, je suis enseignante universitaire, consultant juridique, auteur de plusieurs livres liés à ces sujets et conférencier habituel sur la matière. Commençons donc notre réunion. Rappelez-vous que vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur tous ces sujets par l'un des moyens qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez y inscrire vos coordonnées et recevoir des informations actualisées sur tous ces sujets. Entrons dans le vif du sujet. La loi 2101 de l'année 2021 oblige à réduire la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à 42 heures par semaine sur une période déterminée, qui se termine en 2026, de telle manière qu'au 15 juillet 2023, la durée devait passer de 48 à 47 heures, en juillet 2024, de 47 à 46, en juillet 2025, de 46 à 44, et en juillet 2026, de 44 à 42. C'est essentiellement le calendrier de réduction de la durée maximale de travail que propose la loi 2101 de l'année 2021. Cette même loi stipule que la réduction de la durée ne peut pas affecter le salaire des travailleurs. Eh bien, de toute cette norme sont exemptées les personnes qui travaillent dans le secteur de la surveillance. Elles ont une norme spéciale qui n'est pas régie par cette loi 2101. Le ministère du Travail a émis un concept unificateur sur la manière d'interpréter certains aspects de cette loi, notamment en ce qui concerne la façon de calculer la valeur de l'heure de travail de chaque travailleur, et à mesure que la durée diminue, le ministère s'est prononcé et a établi le tableau suivant. Regardez. Pour établir la valeur de l'heure de travail, par exemple, en juillet 2023, qui a été l'année où la durée hebdomadaire de travail a diminué pour la première fois, ce que le ministère disait est « Prenez le salaire mensuel de la personne et répartissez-le entre 235 heures, qui sera le nombre d'heures par mois que la personne travaillera. » Rappelez-vous qu'avant l'entrée en vigueur de cette loi 2101, eh bien, les heures maximales de travail hebdomadaire étaient de 240. Avec la réduction d'une heure hebdomadaire, cela est passé à 235. À partir du 15 juillet 2024, ce qu'il faut faire est de prendre la valeur du salaire mensuel du travailleur et de le diviser par 230 heures, qui sera le nombre d'heures mensuelles que le travailleur effectuera en raison de la réduction de la durée maximale hebdomadaire à 46 heures. À partir de juillet 2025, il faudra prendre le salaire du travailleur et le diviser par 220 heures, qui sera le nombre d'heures de travail mensuel en raison de la réduction de la durée qui s'appliquera cette année-là. Et en 2026, le salaire mensuel sera divisé par 210 heures, qui seront le nombre d'heures que la personne travaillera par mois en raison de la réduction de la durée du travail, qui pour cette année-là sera déjà de 42 heures par semaine. Observez donc comment nous passons de 240 heures jusqu'au 2020, jusqu'au 14 juillet 2022. Et là, nous commençons à descendre à 235, puis 7, année 2014, à 230 heures l'année suivante à 220, et ensuite à 210. La valeur de l'heure, donc, en pratique, va augmenter car c'est le même salaire pour moins d'heures travaillées. En pratique, la valeur de l'heure augmente et cette valeur horaire de base sera celle qui sera utilisée pour calculer la valeur des heures supplémentaires, nocturnes et dominicales. C'est ce que dit le ministère du Travail. Maintenant, ce n'est pas seulement la réduction de la journée de travail, et ce n'est pas seulement l'impact économique de la réduction de la journée de travail, cela a d'autres implications. Par exemple, si la journée maximale diminue et que l'entreprise a besoin de travailler au-delà de ce temps, eh bien, et les heures supplémentaires
commenceront à s'accumuler plus rapidement. Il faut traiter le permis d'heures supplémentaires avec toutes les exigences légales que le ministère a récemment imposées, tant en matière de travail que de sécurité et de santé. Et il y a bien sûr la question économique, mais il y a aussi une question de sécurité et de santé au travail. Récemment, la Cour suprême de justice, a rendu un arrêt, celui qui est ici à l'écran, c'est l'arrêt numéro 809 de l'année 2024. Que s'est-il passé dans cet arrêt? Un employeur, il obtient un contrat pour réaliser un ouvrage. Et avec une entité, cet employeur engage des travailleurs pour faire fonctionner une machine et l'employeur conclut un contrat de travail avec ses travailleurs, leur attribue une durée maximale légale de travail. Et l'employeur dit qu'il leur donne une formation, qu'il leur donne l'entraînement, qu'il les familiarise avec la machine. Pour des besoins de service, il les fait travailler plus d'heures que le maximum légal, et lors de l'une de ces journées qui ont dépassé le maximum légal, le travailleur a un accident en opérant la machine et décède. Il y a eu un accident de travail. L'ARL paie la pension de survivant, mais une série d'enquêtes commence à se dérouler et, par exemple, le bureau du procureur général de la Nation, ou plutôt la famille allègue que l'accident est dû à la faute de l'entreprise parce qu'elle n'a pas formé le travailleur. Le procureur dit aussi que la fatigue et le manque de formation ont pu contribuer au dénouement fatal de l'accident. Et finalement, la Cour suprême de justice, après avoir résolu un procès initié par la famille, condamne l'entreprise, l'employeur, à payer une indemnisation pour responsabilité civile, car la Cour a estimé que l'employeur n'avait pas correctement identifié le risque généré par les longues journées de travail, la fatigue, le risque psychosocial et qu'il avait imprudemment exposé le travailleur à ces risques, ce qui a été déterminant pour la survenue de l'accident, et à cause de cela, il condamne l'employeur à payer une lourde indemnisation pour responsabilité civile et à la famille. Regardez rapidement ce qui s'est passé dans ce cas. Alors, au T travailleur, on le lie contractuellement avec une journée de travail maximale écrite dans la loi. Une rémunération a été convenue pour qu'il travaille en opérant une machine. Le monsieur a un accident, il décède, comme je vous l'ai raconté. Le parquet dit que ce personnel chargé d'opérer les machines n'avait pas de protocole de sécurité. Il y avait de la fatigue. Il n'y avait pas de fluidité dans la communication entre les travailleurs parce que les radios de communication ne fonctionnaient pas. Les plaignants disent, la famille dit que tout cela démontre la négligence de l'employeur, pourquoi il les faisait travailler des journées qui dépassaient le maximum légal, provoquant fatigue, épuisement, qui ont été les causes de l'accident. L'employeur dit que rien de tout cela n'est vrai, qu'il a formé les gens, que la faute était plutôt celle du travailleur pour avoir violé les protocoles de gestion de la machine. L'affaire arrive alors aux tribunaux, et là, il est établi que il est dit que l'employeur doit identifier de manière opportune et prudente les risques professionnels et doit mettre en œuvre les mesures de prévention pertinentes et pour éviter que ces risques puissent affecter la santé du travailleur. En cas d'accident, l'employeur doit démontrer qu'il agit de manière raisonnable et diligente pour prévenir l'incident. La charge de la preuve que les mesures nécessaires ont été prises incombe à l'employeur. L'employeur a le devoir d'identifier les risques et de mettre en œuvre les mesures pour éviter que le travailleur ne se blesse. Ce sont les considérations que fait la Cour suprême dans son arrêt. Le travailleur présentait de la fatigue en raison de la charge ou de la durée de la journée effectuée. C'était une activité routinière, monotone. Le travailleur utilisait en soi un équipement intrinsèquement dangereux.
Eh bien, les juges disent que dans les documents d'enquête, il est indiqué que ces conditions de risque psychosocial étaient et les causes de l'accident. La fatigue, le non-respect des protocoles de sécurité, le manque de prévention du risque psychosocial de la part de l'employeur et, en général, le manque de mise en œuvre de mesures de sécurité. Attention donc, ce sujet de la réduction du temps de travail va bien au-delà de passer de 48 à 47, maintenant de 47 à 46, l'année prochaine à 44, puis à 42. C'est le sujet des heures supplémentaires et c'est aussi le sujet de la sécurité et de la santé au travail. Attention à dépasser les journées maximales. Il faut identifier comment cela peut affecter la santé du travailleur, dit la Cour. Il faut mettre en œuvre, les mesures nécessaires pour éviter que ces risques identifiés puissent affecter la santé des travailleurs. Tout cela dans le cadre de la prévention intégrale, du risque psychosocial. Ce sont donc les sujets que je voulais partager avec vous dans cette vidéoconférence d'aujourd'hui. J'espère que l'information vous a été utile. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos commentaires sur cette vidéoconférence via ce code QR qui apparaît sur vos écrans. Cela nous aidera énormément pour nos plans internes d'amélioration et pour obtenir des informations supplémentaires sur tous ces sujets par l'un des moyens qui apparaissent à l'écran. L'accès est totalement gratuit. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À une prochaine occasion. Merci.